Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la magnétostatique. On a un exercice et cet exercice consiste à calculer le champ B créé par un conducteur filiforme en utilisant la loi de Biot-Savart. Pour cet exercice, voilà l'exercice qui est déjà là. On dit qu'on a un fil filiforme rectiligne AB qui est parcouru par un courant de densité I. Et pour la première question, on demande de déterminer ou de calculer le champ d'induction magnétique élémentaire TdB créé par un élément dl à un point M qui est situé à une distance A de fil. On va aller avec la première question. Calcul de dB. Vous devez savoir qu'en fait, là, en magnétostatique, selon la loi de Biot-Savart, donc je vais d'abord écrire la loi de Biot-Savart, la loi de Biot-Savart. En fait, Biot-Savart, comme vous le voyez, c'est le nom de ces deux scientifiques, deux physiciens français. Ils ont établi les lois. Et la loi, là, en fait, là, dit qu'en fait, le champ élémentaire dB, là, est égal à mu0 I sur 4 pi R au carré dl vectoriel U. Donc, avec R, en fait, c'est la distance qui sépare, en fait, le point où on veut calculer, le point, en fait, de la source vers le point où on veut calculer le champ. Par exemple, ici, on demande de calculer le champ de dB qui est créé par un élément dl. C'est-à-dire que R définit, en fait, c'est la distance entre dl et le point M, où on veut calculer, en fait, le champ. Et dl, c'est l'élément qu'on a pris. Et U, en fait, c'est un vecteur élémentaire qui est défini également des dLVM, je vois. Donc, mu0, c'est la permittivité du vide, comme vous le connaissez. Pour cette question, en fait, comme on a dit, on va diviser le fil en plusieurs éléments. Donc, pour la loi des Biot-Savart, en fait, là, pour quelle que soit la distribution qu'on aura, il suffit de décomposer, en fait, cette distribution en plusieurs éléments. Et donc, lorsqu'on a la distribution d'un seul élément, pour pouvoir voir la distribution, en fait, le champ total créé par l'élément, en fait, il suffit tout simplement de faire une intégration. Je vois. Donc, pour ce genre d'exercice, c'est toujours mieux de commencer par un schéma. Puis ici, on nous a dit qu'on considère un fil AB qui est parcouru par un I. Donc, on va dessiner en fait le fil AB d'abord. On va définir notre fil AB. Donc, on considère ça comme notre fil AB qui est là. Et maintenant, on nous dit en fait de calculer le champ magnétique dB en un point M qui est situé à une distance A du fil. Donc, on peut prendre par exemple le point M, comme un point qui est là. Vous voyez, on peut prendre le point M par exemple là. Le point M là. Et ce point M là est situé à une distance A. Et voici le fil AB. Voici le fil AB. Vous voyez, voici le fil AB qui est là. Et donc, comme pour cela, en fait, comme j'ai dit, pour un fil là, on décompose le fil en plusieurs éléments dl. Donc, on va dire que quoi? On décompose le fil en plusieurs éléments TDL. Vous voyez? Et donc, on va calculer. C'est comme si le fil là pour longueur, en fait, L. Donc, on va prendre un élément DL du fil. Vous voyez? Donc, on va prendre ici un élément DL du fil. Et donc, plutôt, j'ai oublié de ne pas mettre le sens du courant. Le sens du courant, on peut prendre un sens arbitraire du courant comme ça. Vous voyez? Vous pouvez aussi prendre le sens du bas. Mais je vais prendre le sens qui est là. Et donc, on va considérer un élément DDL. On peut considérer en fait cet élément-là, cet élément du fil là. Vous voyez? Cet élément-là, on peut noter ça IDDL. C'est un élément du fil qu'on a considéré. Et donc, on peut noter ici un point M, en fait, de cet élément. Donc, on va calculer, en fait, le champ, en fait, créé ici. C'est-à-dire que le champ que cet élément-là crée, en fait, au point M. Vous voyez. Donc, on va tracer, en fait, la droite qui va diriger, en fait, le point vers M. C'est-à-dire qu'on a là. Vous voyez. C'est comme si on avait une droite comme ça. Donc, comme j'ai dit, U, en fait, c'est un vecteur unitaire. U, c'est un vecteur unitaire. Donc, ça, c'est U. On peut définir U comme là. C'est un vecteur unitaire qui est défini en fait du point P vers le point M. Ça, c'est le vecteur U qui est là. Vous voyez. Donc, maintenant, on peut définir maintenant là. Donc, maintenant, on a un peu les données. Donc, on peut aller maintenant avec les questions. Donc, pour calculer en fait dB, nous allons suivre plusieurs étapes. Donc, d'abord, pour tout système, en fait, quel que soit le système que vous avez, si vous avez un fil, ou bien un cylindre, ou bien un solénoïde, c'est toujours mieux de commencer par définir un système de coordonnées d'études. Donc, il faut définir un système. On définit un système,
un système de coordonnées adapté. On définit un système de coordonnées adapté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, on définit un système en fait qui va nous faciliter la tâche. Donc ici, en fait, vous savez que quoi? Lorsqu'on dit en fait un fil là, normalement, c'est un cylindre. Je prends un exemple. C'est comme si ici, en fait, ce fil là, en fait, c'était un cylindre. C'était un cylindre qui est comme ça. Ouais. Et maintenant, donc un fil en fait, c'est un cylindre. Donc en fait, le l'épaisseur de ce système-là est très faible. Donc géométriquement, un fil c'est un cylindre dont l'épaisseur là en fait est très faible. Dont l'épaisseur là est très faible. Par rapport à la longueur en fait, par rapport à la longueur même du cylindre, par rapport à la longueur. Est-ce que vous voyez? Donc, comme on a un cylindre, en fait, on va utiliser en fait un système de coordonnées cylindriques. Donc, ça nous facilite en fait le calcul. Donc, on utilise un système de coordonnées cylindriques. Un système de coordonnées cylindriques pour l'étude. C'est-à-dire défini par R, θ, Z. Donc, les vecteurs qui sont liés là, c'est quoi? C'est ER, Eθ, EZ. Donc, après avoir défini ce système là, en fait, il faut l'orienter. Il faut orienter, en fait, ce système dans notre schéma qui est là. L'orienter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'orienter? Par exemple, ici, nous, on peut définir, on peut choisir, en fait, que ça, en fait, l'axe, en fait, cet axe-là, en fait, c'est ER. Donc, l'axe EZ, c'est toujours mieux de prendre l'axe EZ comme l'axe qui monte, en fait, l'axe du haut. Donc, après avoir eu ER et EZ, maintenant, il faut déterminer Eθ. Donc, Eθ, en fait, pour déterminer Eθ, on peut utiliser la règle de tire-bouchon, en fait. Pour la règle de tire-bouchon, je peux faire apparaître ici une image de la règle de tire-bouchon, comme je n'ai pas la possibilité d'appliquer cette règle ici pour que vous voyez. Donc, on peut appliquer la règle de tire-bouchon. Si vous voyez. Donc, voici la règle du tire-bouchon qui est là. Ouais. Donc, avec cette règle du tire-bouchon, en fait, là, c'est-à-dire que on va, en fait, là, vous voyez que ça, là, en fait, c'est comme si on enlevait, en fait, la fermeture du bidon, là. Et donc, au fur et à mesure qu'on enlevait, en fait, on enlève, c'est comme si ça monte. Donc, ce vecteur qui monte là, c'est comme si c'était EZ. Et vous voyez. Et ce vecteur là, on sait que ça, c'est ER. Vous voyez. Donc, lorsque le tire-bouchon, en fait, monte là, nous savons qu'il y a un vecteur qui va, en fait, dans le même sens. C'est-à-dire qu'il y a un vecteur qui est pointé, voilà, qui est pointé dans le plan. Donc, ce vecteur, en fait, c'est Eθ. C'est-à-dire que ce vecteur là, c'est un vecteur qui entre dans le plan. Mais comme on ne peut pas représenter dans l'espace, on représente sur le plan Eθ comme ça. C'est comme s'il entrait en fait. Je vois. En faisant la règle du tire-bouchon, on trouve Eθ qui est là. Donc, après avoir maintenant orienté maintenant et notre schéma en fait maintenant, il va nous maintenant rester maintenant à calculer DDB. Puisqu'on sait que quoi? Il reste maintenant à calculer DDB. Je vois. D'après la règle de Biot-Savart, puisqu'on doit calculer DDB, B en utilisant la règle de Biot-Savart. D'après la loi de Biot-Savart, après la loi de Biot-Savart, nous dit que quoi? DDB là, en fait, là, ça fait mu0 I sur 4pi R au carré, DL vectoriel U. Donc, puisqu'on a DL, donc DDB plutôt. Donc, et avec quoi? On sait qu'il faut maintenant déterminer en fait la direction et le sens maintenant de DDB. On a DDB, il faut déterminer maintenant la direction et sens de quoi? De DDB. Puisqu'on a DDB égale à quoi? Je vais réécrire l'expression. Ça fait mu0 I sur 4pi R au carré DL vectoriel U. C'est comme ça en fait ici là, par définition en fait du produit vectoriel. Qu'est-ce que par exemple si on a un produit vectoriel par exemple un vecteur W qui est égal à U vectoriel V, on sait que quoi? Les propriétés en fait qui sont liées à ça, c'est que quoi? W en fait là est perpendiculaire à la base UV. C'est la même chose. Donc pour notre cas ici là, on peut dire qu'en fait DDB là en fait là, DDB c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la base DLU. Et donc DLU, DDB là, en fait, là, il forme un trier. DLU, DDB là, il forme un trier.
forme un trièdre. Un trièdre. Donc, maintenant, comment on va maintenant, puisqu'il faut déterminer la direction, le sens de DDB. Donc, pour cela, soit on va utiliser la règle de tire-bouchon ou règle de la main droite. On utilise la règle de tire-bouchon. La règle de tire-bouchon ou la règle de la main droite. Je vois. Donc, si on revient ici dans notre schéma, en fait, là, puis ici, on a DDL qui monte. Ça, c'est le vecteur DDL qui monte. Ça, c'est U. Donc, d'abord, on sait que le vecteur, en fait, là, DDB, là, est orthogonal à DLU. Donc, c'est comme si c'est orthogonal au plan, en fait, comme j'ai dit ça. C'est un vecteur qui est orthogonal à notre plan. C'est-à-dire que c'est un vecteur, soit, en fait, ce vecteur-là sort, ou bien il rentre. Est-ce que vous voyez, DDB sort, DDB sort, soit DDB rentre. Déjà, ça, c'est la direction qu'on a déterminée. Donc, DDB, c'est comme si c'était une droite qui perce en fait ici, qui perce là. C'est une droite qui perce ça. Maintenant, on a une droite, mais ça détermine le sens. Est-ce que c'est le même sens que θ ou bien non? Donc pour cela, on va utiliser la règle de la main droite. Si on utilise la règle de la main droite, la règle du tire-bouchon, si on tourne en fait le tire-bouchon qui est là, vers le haut, donc vers le haut en fait, le haut là c'est là égal à quoi? Sauf si le haut là c'est DDL. Donc on va tourner vers le haut. En fait, le tire-bouchon en fait rentre. Le tire-bouchon rentre là. Donc, comme le tire-bouchon rentre là, c'est comme si le troisième vecteur là, c'est DDB. Est-ce que vous voyez? Et donc, si le tire-bouchon rentre comme ça, nous savons que le vecteur qui rentre là, c'est quoi? C'est Eθ. On avait déterminé ça là. Donc, c'est comme si DDB là, le troisième vecteur là, a le même sens que Eθ. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme si DDB a le même sens que Eθ. Donc, on trouve que, comme DDB a le même sens que Eθ là, c'est comme si on trouve que DDB là, en fait là, est défini quoi à quoi? Module de DDB, suivant le vecteur Eθ. Est-ce que vous voyez? Donc, soit vous suivez la règle du tire-bouchon pour déterminer le sens de DDB. Donc, après avoir eu maintenant ça, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? Il nous reste à calculer maintenant le module de DDB. Puisqu'on sait que DDB égale à quoi? DDB égale à mu0 I sur 4pi R au carré dl vectoriel U. Donc, on va revenir pour notre cas. Notre cas là, c'est quoi? Dans notre cas, on a R égale à quoi? Ça, c'est la distance R. C'est égal à PM. Oui, dans notre cas, R égale à PM. Donc, c'est comme si on avait DDB égale à quoi? mu0 I sur 4pi de PM le tout au carré dl vectoriel U. Donc, on va prendre le module maintenant de DDB. Le module de DDB, là, en fait, là, comme j'ai dit par définition, on sait que par exemple, ici, là, en fait, là, et dans l'exemple, pour cet exemple que j'ai donné, là, en fait, là, si on veut le module de U, là, de W plutôt, ça fait le module de U, multiplié par le module de V, multiplié par le sinus de U, de UV. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on trouve ici, le module de UV. Donc, je vais séparer là. Ça, c'est ce qu'on trouve. Donc, maintenant, dans ce cas, c'était la même chose ici. On aura, ça, c'est une constante, donc on garde mu0 I, en fait. mu0 I sur 4 pi PM carré, là, ne dépend pas, en fait, des vecteurs, là. Donc, on garde ça, multiplié par quoi? Multiplié par le module de DDL, multiplié par le module de U, multiplié par le sinus de DL, et puis on commence par le premier vecteur. On suit avec le deuxième vecteur. Donc, maintenant, on sait que quoi? U, c'est un vecteur unitaire, donc module de U égale à 1, puis U, c'est un vecteur unitaire. Et donc, on sait que le module de DL, on ne connaît pas, en fait, le module de DL, donc on garde tout simplement DL. Donc, on dit finalement, le module du champ élémentaire DB, là, ça fait quoi? Ça fait mu0 I sur 4pi facteur de PM au carré, DL, sinus de DL U. On peut noter l'angle DLU là comme alpha, comme étant égal à alpha. Sur notre l'angle DLU égale à alpha, c'est comme si en fait on doit module de DDB là en fait là égal à mu0 I sur 4pi facteur de PM au carré DL sinus de alpha. Je reviens, c'est comme si en fait cet angle là fait c'est alpha. C'est comme si en fait cet angle là, puis ça c'est U. Vous voyez? Et ça c'est DL. Comme si cet angle là, l'angle qui est formé entre DL et U là, en fait là c'est alpha. Donc je note ça comme ça, je note ça alpha. Et je note ça comme alpha. Donc c'est comme si finalement l'expression de DDB qu'on obtient c'est quoi? C'est comme si DDB égale à quoi? Égale à mu0 I sur 4pi facteur de PM au carré, vous voyez, DL sinus de alpha.
Donc, voici l'expression du début qu'on obtient. Et donc, on a fini avec la première question qui nous demandait du calcul du dB. On enchaîne avec la deuxième question. Maintenant, on dit de déduire le champ B créé par le tronçon AB. Donc, pour la deuxième question, déduisons B. Donc, pour déduire B, en fait, là, on sait que, et d'abord, lorsque, par exemple, je prends un exemple, par exemple, en électrostatique, vous savez qu'en électrostatique, on a DDE également. En électrostatique, c'est la même chose. On peut définir avec DDE que le champ élémentaire créé par un élément DL. Et également, on a E. Donc, maintenant, en électrostatique, avec DDE et E, on ont toujours la même direction. DDE ont toujours la même direction. DDE et E ont toujours la même direction. Cependant, en magnétostatique, là, en fait, là, DDB et B n'ont pas toujours la même direction, n'ont pas toujours la même direction. Donc, par exemple, en électrostatique, lorsqu'on détermine en fait DDE, on intègre en même temps directement. Sauf si en électrostatique, lorsqu'on trouve DDE, pour trouver E, il suffit d'intégrer directement DDE. Est-ce que vous voyez, en électrostatique. Mais en magnétostatique, c'est pas le cas. Puisqu'en magnétostatique, ils n'ont pas en fait la même direction. DDB et B n'ont pas toujours la même direction. Donc, on ne peut pas intégrer directement avec cette valeur là pour obtenir B. Il faut d'abord déterminer la direction de B. Si on a la chance que B et DDB ont la même direction, on va remercier Dieu. Mais il se peut qu'avec DDB et B n'est pas la même direction. Est-ce que vous voyez, c'est ce qui pose le problème souvent en magnétostatique. Et donc, maintenant, en magnétostatique, je voulais en fait vous dire qu'en fait là, le champ magnétique B là, c'est un champ en fait qui est toujours en rotation autour de l'élément. Par exemple, si on prend le tronçon AB par exemple, il est parcouru par un courant I. Donc, comme il est parcouru par un courant I là, le champ magnétique B là fait toujours une rotation en fait autour de ce fil là, autour de l'élément, puisque c'est le fil là qui crée le champ magnétique. C'est le fil qui crée le champ magnétique. Donc, le champ magnétique est toujours en rotation autour de ce fil. Est-ce que vous voyez? Le champ magnétique est toujours en rotation autour de ce fil. Mais on sait que le champ magnétique B est toujours en rotation. Il reste maintenant à déterminer le sens et du champ magnétique. Donc, pour cela, on va utiliser la règle, soit on peut utiliser la règle de tire-bouchon ou la règle de la main droite. Donc, je vais faire apparaître également la règle, la main droite ici. Vous allez voir. Voici un exemple qui est là. C'est un exemple qui est là. Donc, par exemple, ici, voici la règle de la main droite. La règle de la main droite. Donc, pour la règle de la main droite, vous voyez que le pouce, là, en fait, là, est dirigé vers I. On suit pour la règle de la main droite, il faut suivre, en fait, le sens du courant I. Le pouce, là, doit être dirigé avec le même sens que I. Donc, vous voyez que lorsqu'on fait la règle de la main droite, le champ B, là, est défini dans ce sens. Est-ce que vous voyez? Le champ B, là, est défini dans ce sens. Est-ce que vous voyez? Donc, voici, en fait, c'est comme ça, en fait, là, B tourné, en fait. Donc, comme B tourne là, c'est comme si B a le même sens que quoi? Que E-θ. Puisque c'est E-θ, en fait, qui est le vecteur qui entre. Qu'on a trouvé là. Donc, B a le même sens que E-θ. Donc, ici, on a la chance que B et DDB ont le même sens. Mais souvent, ils ne peuvent ne pas avoir le même sens. Est-ce que vous voyez? Donc, comme on a déterminé, on trouve en utilisant la règle de la main droite que quoi? Que B, pour B orienté dans le même sens que quoi? Que E-θ. C'est comme si B égale à module de B E-θ. Donc, comme j'ai dit ça, ici, en fait, c'est un cas particulier où DDB et B ont le même sens. Donc, il se peut aussi que DDB et B n'aient pas le même sens. Donc, maintenant, pour maintenant B là, en fait, on n'intègre pas. Il faut d'abord calculer le module de B. Puis, on a le module de DDB. Donc, pour les modules, il n'y a pas de problème. On peut intégrer les modules. Donc, c'est comme si B, en fait, c'est égal à quoi? L'intégrale du module de DDB. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme si c'était égal à quoi? L'intégrale de mu0 I sur 4pi PM au carré, DL sinus alpha. Donc ici, en fait, on va repérer, en fait, les éléments qui ne varient pas. On sait qu'en fait, mu0 I sur 4pi, c'est quelque chose qui ne varie pas, c'est une constante. Maintenant, pour les autres, on ne sait pas si ça varie ou pas, donc on va les laisser. Donc, c'est-à-dire qu'on peut les, comme ce sont des éléments qui ne dépendent pas de ceux-là, on peut les faire sortir. mu0 I sur 4pi là est indépendant de PM au carré, DL sinus alpha. Donc, on fait sortir, c'est comme si on a mu0 I sur 4pi, fois l'intégrale de DL sinus alpha, le tout sur PM au carré. Donc, maintenant, on va essayer de voir, est-ce qu'en fait, DL sinus de alpha, est-ce que DL alpha et PM varient ensemble? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce qu'on va voir. Par exemple, imaginons si on regarde dans notre cas ici. Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est PM. Ça, c'est PM. Et ça, c'est alpha. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, vous savez que, par exemple, si on décide, par exemple, de prendre cette distance,
c'est distance. Vous savez que PM va varier, puisque PM ne sera plus la même distance. DL également varie, est-ce que vous voyez? Et donc, alpha aussi varie, alpha qui est là varie. Donc, au fur et à mesure qu'on change, en fait, PM, alpha varie, et de même DL varie. Donc, en fait, ces éléments varient ensemble. Comme ces éléments-là varient ensemble, il faut exprimer l'un en fonction des autres. Donc, pour cela, je vais isoler, en fait, les éléments ici. Je vais les isoler, on va bien travailler. Donc, ici, c'est comme si on avait un exemple comme ça. Donc, comme ça. Comme si on avait un exemple là. Je vais bien dessiner. Donc, ici, ça fait mu0 sur 4pi intégrale. Donc, si je prends par exemple, c'est comme si on veut revenir ici, c'est comme si je vais essayer de représenter très bien là. Donc, on va prendre ça, on va effacer là. Donc, c'est comme si ici on aura ça. Donc, je vais isoler en fait, et ce chemin là, en fait, je vais isoler cette partie là pour qu'on puisse bien travailler là. Donc, ici, c'est comme si on a L, puis tout ça là, en fait, le tronçon là, AB là, a une longueur L. C'est comme si on a L. Et donc, ça, cette distance là, on peut noter ça, et R, ou bien, puis R, on peut noter ça R. Et R là, en fait, ne varie pas, puis et R ici ne varie pas, puis le point là ici est statique. Le point M est statique ici. Vous voyez. Donc, on sait que ça c'était P, non? Ça c'était P. Et donc, ici, on a une longueur là. Ici, on a quoi? On a ça là. Vous voyez? On a ça là. Et on sait qu'on avait quoi aussi? Et ici, on a IDR, on a langue alpha. Langue alpha, en fait, c'est langue qui est entre le vecteur U. Vous voyez, le vecteur U qui est là. Et TDL. Je vois, donc, on garde alpha. Donc, cet angle là, c'est quoi? Cet angle là, c'est pi moins alpha. Puis, c'est comme si on avait un angle comme ça. Comme si on avait comme ça. Là. Comme si on avait ça qui était alpha. Donc, cet angle là, en fait, qui reste là, c'est quoi? Cet angle qui reste là, c'est pi moins alpha. Pi moins alpha. Cet angle qui reste là, c'est pi moins alpha. Donc, c'est pour ça ici, on met pi moins alpha. Donc, ici, on sait que ça, c'est un angle droit qui est égal à pi demi. Et là, on peut noter ça comme phi, par exemple, un angle phi. Donc, ici, comme j'ai dit, on va essayer d'exprimer, puisque ici, on sait que PM varie, DL, alpha aussi varie. Donc, on va essayer d'exprimer l'un en fonction, voilà, des deux autres. Donc, pour cela, ici, on va prendre, en fait, on va essayer de prendre les sinus de l'angle qui est là. Les sinus dans le phi qui est là, qu'on a mis. Donc, on va prendre d'abord cosinus de phi. On sait qu'ici, cosinus de phi, là, en fait, là, ça fait le côté adjacent qui est R sur, ici, on sait que ça, c'est fait PM sur PM, et le sinus de phi, ça fait le côté opposé qui est L sur PM. Donc ici on va prendre tangente de phi. Tangente de phi, en fait, ça fait sinus de phi sur cosinus de phi. Donc sinus de phi, ça fait L sur PM multiplié par quoi? Multiplié par PM sur R. C'est comme si en fait on avait tangente de phi, ça fait L sur R. Donc ici on va essayer de tirer L égale à R tangente de phi. Donc ici, on va essayer en fait de tirer on va essayer de dériver pour trouver DL. Là, je vois. Donc ici, on a quoi? On a ici quoi? On a L égale à, je vais prendre ça. On a L égale à, je vais prendre l'expression, c'est L égale à R fois tangente de phi. L égale à R fois tangente de phi. Donc ici, on va dériver DL. Donc DL, c'est quoi? C'est égal à, puisque R, c'est une constante. Donc, c'est R fois dérivée en fait du tangente de phi fois quoi? Fois d de phi. La dérivée élémentaire. Donc, c'est comme si c'était R. On sait que dérivée de tangente, c'est 1 sur cosinus carré. Donc, 1 sur cosinus carré de phi fois d de phi. Donc, vous voyez là. C'est comme si en fait, d de L égale à quoi? Égale à R d phi sur cosinus carré de phi. Vous voyez? Donc, on a déjà DDL en fonction de phi. Donc, on va reprendre encore ici. On va essayer d'exprimer également 1 sur PM au carré. 1 sur PM au carré en fonction des éléments qu'on va obtenir. On sait que quoi? On a cosinus de phi égale à R sur PM au carré. On va tirer en fait PM au carré là. PM plutôt là. On sait qu'on a cosinus de phi égale à R sur PM. Est-ce que vous voyez? Donc, on va tirer PM égale à quoi? À R sur cosinus de phi. Donc, l'inverse, c'est 1 sur PM
1 sur PM, ça fait cosinus de phi sur R. C'est comme si on avait 1 sur PM au carré égale à cosinus, on va élever ça au carré sur R au carré. Donc, on va remplacer, puisqu'on a DL, on a exprimé DL en fonction de phi. Vous voyez, on a exprimé 1 sur PM au carré également en fonction de phi. Est-ce que vous voyez? Donc, on va les remplacer maintenant dans notre expression. On va les remplacer dans l'expression de B qui est là. Donc, on aura, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 points. On aura B maintenant, c'est là à la quoi? B maintenant, c'est là à la mu 0 I sur 4pi fois l'intégrale. On va revenir pour voir. On a DL qui reste, et plutôt on va remplacer DL. C'est comme si c'était sinus alpha seulement qui va rester. Ensuite, on a 1 sur PM au carré. Il faut remplacer 1 sur PM au carré par son expression. Donc, cosinus carré de phi sur R au carré. Donc, multiplie maintenant par DL. DL, c'est quoi? C'est R cosinus. R cosinus, plutôt, c'est R sur cosinus au carré de phi. Est-ce que vous voyez? Multiplié par sinus alpha qu'on n'a pas touché. Et maintenant, fois 2 de phi qui est là. Donc, comme ça avec le module de B, c'est à la fois à mu 0 I sur 4pi fois l'intégrale. Donc, ça c'est simplifié. Voilà, c'est comme si c'était, il allait laisser en fait sinus de alpha sur R fois 2 fois ça. On sait que R en fait est indépendant de alpha et de phi. Puis R, c'est une constante. R ne dépend ni de alpha ni de phi. Donc, on peut faire encore sortir R de notre intégrale. On peut faire sortir R de notre intégrale. C'est comme si on aura quoi? C'est comme si on aura B en fait égal à quoi? À mu 0 I sur 4pi R fois l'intégrale de sinus alpha d alpha. Donc ici on a sinus alpha, mais on a d alpha. Donc il faut essayer d'exprimer alpha en fonction de quoi? De phi. Donc lorsqu'on revient là, on sait que la somme des triangles, la somme des angles dans un triangle, ça fait quoi? Ça fait pi. Ça fait pi. Donc on va faire la somme. C'est comme si on avait pi moins alpha ici, plus pi demi, plus phi égale à pi. Donc on sait que quoi? On sait que si on fait la somme des angles, c'est pi moins alpha plus pi demi plus phi égale à pi. Donc, puis on a fait la somme tout simplement des trois angles qui sont là, cet angle-là, cet angle-là et cet angle-là. Donc, la somme des trois là nous donne pi. Donc, on va tirer alpha, puis on va déterminer alpha en fonction de phi. Donc, si on prend moins alpha, ça fait pi, moins pi demi, moins phi. C'est comme si on a ça simplifié, c'est comme si alpha égale à pi demi plus phi. Donc, dans ce cas, c'est comme si sinus donc de alpha là égale à quoi? À sinus de pi demi plus phi. On sait que sinus de pi demi plus phi, ça fait quoi? Ça fait cosinus de phi. On vient maintenant donc pour remplacer dans DDB, c'est comme si, plutôt dans B, c'est comme si B égale à mu 0 pi sur 4pi R fois l'intégrale de sinus de phi, ça fait sinus de alpha plutôt, ça fait cosinus de phi qu'on a déterminé fois d phi. Donc ici on peut intégrer ça très facilement. Donc je vous rappelle qu'on intègre en fait entre deux angles, puis on a phi. Donc on va intégrer par exemple entre phi 1 et phi 2. Donc c'est comme si finalement B là égale à quoi? Égale à mu 0 I sur 4pi R, facteur de quoi? Sinus de phi, puis entre phi 1 et phi 2. Donc c'est comme si en fait on avait B en fait égale à mu 0 I sur 4pi R, de sinus de phi 2 moins sinus de phi 1. Vous voyez? Donc c'est comme si on était ça. Donc finalement en fait on va remplacer, puisque on avait B égale à quoi? Égale à module de B de θ. Donc on va remplacer pour trouver B maintenant. C'est comme si B égale à mu 0 maintenant I, mu 0 I sur 4pi R, facteur de sinus de phi 2 moins sinus de phi 1 défini par θ. Donc voici l'expression en fait du champ B, voilà, créé par le tronçon AB. Donc maintenant pour la question suivante, on nous demande en fait de déterminer le champ créé par un fil infini, ou un fil infini. Ça c'est la troisième question. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour un fil infini? Donc je vais essayer de représenter avec ici d'abord un fil. Regardez par exemple, si on prend un fil, par exemple un exemple, je prends un fil qui est là, et donc je sais pas en fait là, j'essaie de représenter deux angles par exemple là, deux angles phi 1 par exemple et phi 2. Oui. Donc par exemple je peux prendre cet angle là comme je peux prendre cet angle là, cet angle qui est là.
comme phi 1 et celui-là comme phi 2. Donc quand on dit en fait un fil long en fait là, puisque ça c'est un demi, donc on considère déjà celui-là comme un fil qui n'est pas infini. Donc quand on parle d'un fil infini là, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement de faire varier phi 1 et phi 2. Regardez par exemple ici, par exemple, je prends par exemple un exemple, j'augmente l'angle phi 1 là, et je vois, au fur et à mesure que j'augmente l'angle phi 1, vous voyez que le fil en fait, la longueur du fil là augmente, et je vois, donc au fur et à mesure que j'augmente l'angle phi 1, c'est comme si en fait là, le fil augmentait, et je vois, la longueur du fil augmente. C'est la même chose ici, sauf si j'augmente également phi 2, j'augmente phi 2. Je vais faire augmenter phi 2. Donc ici, je vais augmenter en fait le fil pour que l'objet bien voir. C'est comme si ici j'augmentais, voilà, j'augmente ici également, j'augmente. Au fur et à mesure qu'on va augmenter l'angle phi 2, c'est-à-dire que plus l'angle là, c'est là, là, on augmente phi 2, on augmente phi 2. C'est comme si la valeur de phi 2 augmente. Vous voyez, la valeur de phi 2 augmente. Plus la valeur de phi 2 augmentait. Vous voyez, c'est comme si la valeur de phi 2, vous voyez que l'angle a augmenté. Ce temps-là aussi, la valeur a augmenté. Donc, plus en fait, et le maximum qu'on peut atteindre ici, c'est quoi? Le maximum qu'on peut atteindre ici, c'est pi demi. C'est pi demi. Puis c'est donc, on peut en fait augmenter jusqu'à là. Donc, puis comme ça, on peut augmenter l'angle phi 2, le maximum là, jusqu'à pi demi. Et là, jusqu'à moins pi demi. Puis sont des angles orientés. Celui-là orienté dans ce sens, et lui là dans ce sens. Donc, ça pi demi, plus pi demi, et ça plus moins pi demi. C'est-à-dire que finalement, on aura quoi? C'est comme si on aura un truc comme ça. Et donc, cet angle là va augmenter jusqu'à quoi? Jusqu'à moins pi demi. Donc, plus ce temps là va augmenter là, plus le fil là va grandir. C'est comme si la longueur du fil là, au fur et à mesure, ça augmente. Vous voyez, par exemple là, de là, ça a augmenté. Donc, pour avoir un fil infini, il faut faire varier phi 1 et phi 2, de manière à ce que, par exemple là, phi 1 soit égal à moins pi demi, c'est-à-dire la valeur maximale possible, et phi 2 soit égal à plus pi demi. Donc, plus on augmente, plus on aura un fil infini. Donc, c'est comme si on va dire ici, en fait là, pour un fil infini, pour un fil infini, phi 1 tend en fait vers quoi? Vers moins pi demi. Et phi 2 tend vers quoi? Plus pi demi. Donc, on reprend B en fait, qu'on obtient la B égale à quoi? À mu 0 I sur 4pi R, facteur de quoi? Sinus de phi 2 moins sinus de phi 1. Moins sinus de phi 1 fois E θ. Et c'est vrai. Donc, c'est comme si on remplaçait ça là par plus demi et ça par moins pi demi. Donc, c'est comme si B était égal à mu 0 I sur 4pi R, facteur de sinus de pi demi moins sinus de moins pi demi et θ. Et on sait que sinus de pi demi, ça fait quoi? Ça fait 1. Sinus de moins pi demi, ça fait moins 1. Donc, moins 1, ça fait plus 1. Donc, c'est comme si on avait B finalement égal à quoi? À mu 0 I sur 4pi R, facteur de 1 plus 1 et θ. Donc, c'est comme si c'était égal à mu 0 I fois 2 sur 4pi R et θ. Donc, c'est comme si en fait on avait B égale à quoi? À mu 0 I sur quoi? Sur 2pi R et θ. Donc, voici l'expression en fait du champ créé par un fil infini. Alors, chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'encore cette vidéo vous a été très utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on se retrouve encore très prochainement pour une nouvelle vidéo.